Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et salut à tous. Petit débrief hebdomadaire avec 2 points au programme. Celui qu'on abordera dans un deuxième temps, c'est la NUPES. Enfin, ce qu'il en reste de la NUPES. Mais on va commencer... Mais c'est pas marrant. Mais c'est pas très marrant. Non, c'est vrai, c'est pas marrant. Pardon. Bon, ça me fait quand même un peu rire. Mais le premier point, c'est le one-man show de Gérald Darmanin depuis... On va avoir une rubrique Darmanin, non? Ouais, exactement. Franchement, je me dis que c'est ça, il va falloir le suivre, lui. Allez, comme c'est une connerie par jour. Donc, il a avancé sur plusieurs tableaux, là, depuis quelques jours. Alors, il y a le conflit israélo-palestinien, sur lequel il s'est positionné en interdisant les manifestations pro-palestiniennes. Donc c'est il a pour fait, trouble à l'ordre public. Pour trouble à l'ordre risque public, de trouble à l'ordre exactement. Public. Ça a été cassé, censuré par le Conseil d'État, qui a dit qu'on pouvait pas prendre une disposition comme ça aussi générale et que ça devait être fait et motivé au cas par cas. Ça, c'est la première chose qu'il a commise. La deuxième, c'est qu'il s'est attaqué à Benzema. Benzema a fait un tweet, donc le joueur de football. Il a fait un tweet en disant toutes mes pensées, je prie pour le peuple palestinien, etc., etc. De Gaza. De Gaza, tout à fait, un tweet tout à fait normal. Enfin, je veux dire que j'ai vu d'ailleurs fleurir sur beaucoup de comptes, y compris des célébrités. Mais Gérald Darmanin, il est tombé sur Karim Benzema en disant que de toutes les façons, il était notoire, ses liens avec les frères musulmans étaient notoires, que tout le monde savait qu'il était proche des frères musulmans, que de toutes les façons, et quand on lui a demandé mais vous avez des preuves, monsieur Darmanin, de ce que vous avancez, quand même une accusation assez lourde, il répond mais vous savez, le frérisme, donc les frères musulmans, ça avance caché, ça avance dans la musique, dans le machin, ils se cachent, donc on peut pas savoir, donc j'ai pas de preuves, mais de toute façon tout le monde le sait. Bon, voilà, ce qui est quand même assez lunaire c'est-à-dire proférer une accusation sans pouvoir apporter la charge de la preuve, qui plus est lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on est quand même à un niveau de déconnexion de toutes les règles de droit, de décence et de morale politique les plus élémentaires qui, personnellement, m'affligent et me font peur. Parce que au fond, on sait très bien... continue le florilège Darmanin. Voilà. Attends, il y a eu quoi d'autre ? La préparation de la loi sur l'immigration. Ah bah oui, vas-y, je te passe le relais. Oui, non, mais enfin, donc là, il prétend faire la loi la plus dure depuis 30 ans, c'est ça son objectif, donc d'être très très méchant avec les méchants et très très gentil avec les gentils, et donc de revenir sur des dispositions qui ont été notamment prises par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire de considérer que les enfants qui sont entrés en France avant 13 ans sont non expulsables, et que donc on pourrait examiner et retirer le papier des nationalités à des personnes qui sont fichées S pour des raisons de soupçon de connivence djihadiste et d'apologie du terrorisme. Donc ils cherchent là le projet doit arriver à au Sénat, commence par le Sénat à partir du 6 novembre. Et puis, il est pour l'ensemble de son œuvre, on va dire que ce matin, il y a 2 responsables syndicaux du Nord qui ont été réveillés à 6h20 du matin par des policiers en garde à vue. Oui, par des policiers encagoulés qui débarquent chez les syndicalistes, placés en garde à vue pour la distribution d'un tract de la CGT appelant à une manifestation avec des termes qui ne plaisaient pas à Gérald Darmanin. Voilà, donc on peut dire que, mais c'est absolument par demi-journée que Gérald Darmanin assume de franchir les lignes les unes derrière les autres, comme il dit, j'assume de me mettre en infraction par rapport à la Commission européenne des droits, la Cour européenne des droits de l'homme. Et finalement de revenir sur des dispositions, des remises en cause du droit
et de l'état de droit qui sont gravissimes, hein, parce que pour mémoire, les fichiers S, on est fichier S parce que la police vous soupçonne, ce n'est en aucun cas un élément de justice. Et puis il y aurait également, non seulement seraient des fichiers S qui pourraient être mis en cause, mais même tous ceux qui ont été cités dans des affaires de justice, c'est-à-dire que vous pouvez être appelé à témoigner, vous pouvez être soupçonné et puis finalement blanchi par la justice, mais néanmoins vous faites partie des gens qui ont eu à voir avec la justice, et donc à ce simple titre, vous pourriez maintenant perdre votre nationalité ou votre titre de séjour et être expulsable. Enfin, c'est une liste sans fin de créativité totalement dérogatoire aux droits de la personne, aux droits internationaux, à l'état de droit. Enfin, bon, ça s'arrête pas, quoi. Non, ça s'arrête pas, et c'est vrai que c'est particulièrement inquiétant. C'est inquiétant que ça vienne de la part, enfin, d'un ministre, qui plus est le ministre de l'Intérieur, qui est quand même garant des institutions. Hein. C'est dans sa fiche de poste, hein, d'être le garant des institutions. Ça dit beaucoup de choses quand même entre parenthèses, ouais. C'est le simple fait de ne pas adhérer aux valeurs de la République. Bien sûr, bien sûr. Qui suffirait. Alors, c'est comme ça qu'il a, c'était dans une disposition d'une loi antérieure. C'est comme ça qu'il justifie à chaque fois la dissolution de toutes les assauts là. Voilà, ceux qui sont pas garants des valeurs de la République, avec une liste qui a été faite pour essayer de préciser, parce que c'est tellement flou qu'on a essayé de préciser. Alors donc, si on remet en cause l'égalité femmes-hommes, on n'est pas respectueux des valeurs de la République. Ben, ça va faire un peu de monde, hein, si vous voulez que je vous dise, parce qu'entre les entreprises, les couples et les individus où l'égalité femmes-hommes n'est pas respectée. Mais ça pose la question, en vérité, de ce que c'est que l'état de droit. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup certaines personnes issues de la majorité présidentielle et globalement toute la droite dire « Ah, de toute façon, l'état de droit, c'est juste pour protéger les terroristes. Au bout d'un moment, il va falloir un peu s'écarter de cet état de droit au nom de la sécurité des Français. » Ce sont des choses qu'on entend dans la bouche de députés, de responsables politiques de droite, ce qui est particulièrement alarmant. Et en vérité, pour moi, ça procède aussi de la façon dont aujourd'hui le gouvernement, et c'est notamment depuis Emmanuel Macron, hein, depuis 2017, la façon dont ils agissent. C'est-à-dire que vous avez par exemple là Gérald Darmanin sur Karim Benzema, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il chope un truc avec des informations qu'il a ou qu'il a pas, on ne sait pas très bien, ou s'il colporte une rumeur, ou s'il a eu vraiment des notes blanches qui de toutes les façons ne valent absolument rien, comme tu l'as rappelé juridiquement, mais il colporte des rumeurs, il s'attaque à une personne. Ou Gabriel Attal, dans un autre genre, qui, au lendemain de la minute de silence qui avait été demandée pour l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, au lendemain de cette minute de silence, dit voilà, il y a eu 159 incidents. Il dit ça à l'Assemblée nationale, à la représentation nationale, et il dit j'ordonne l'expulsion, la sortie du système scolaire. La sortie du système scolaire de ces 159 personnes, enfants. Et là, t'es là genre, ah bon, mais depuis quand un ministre, en fait, a le pouvoir d'ordonner l'exclusion de 159 du système scolaire. Du système scolaire. Non, mais alors, en fait, quand même que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, que ça plaise ou pas à Gabriel Attal. Exactement. Et en plus, donc du coup, moi je suis allé un peu rechercher. Tu vois, c'est pas expulsé de l'établissement, voilà. C'est du système scolaire qu'il a précisé. Et je suis allé chercher. Non, mais ça c'est sur le fond, mais même sur la forme. Je suis allé regarder. J'ai appelé des profs et des syndicats de profs, et j'aurais demandé, mais il y a le droit de faire ça? Ils m'ont dit, mais bien sûr que non. Il n'y a que le conseil de discipline réuni dans l'établissement qui peut valider l'exclusion du système scolaire. Ce sont non, mais pas du système scolaire. Non, pardon, de l'établissement. De l'établissement, c'est pour ça que je précise. De l'établissement. Oui. C'est-à-dire que, en fait, ce que fait ce gouvernement de façon systématique, c'est qu'il s'octroie des pouvoirs que théoriquement il n'a pas, que ni la loi ni la Constitution ne lui confèrent. Et ça, c'est revenir sur l'état de droit, parce que juste rappeler en fait ce que c'est l'état de droit. On a l'impression que l'état de droit, c'est juste il y a une constitution et des lois, c'est l'état de droit. C'est faux. C'est pas ça l'état de droit. La Russie, il y a une constitution et des lois. On peut se poser la question si c'est un état de droit. En Iran, il y a une constitution et des lois.
on peut se poser la question si c'est un état de droit. L'état de droit, c'est le respect de la hiérarchie des normes. Donc nous, on a une hiérarchie des normes dans laquelle vous avez, alors cette hiérarchie, elle peut être à chaque fois, elle est réinterrogée, etc. Mais en gros, vous avez les traités internationaux, la Constitution, la loi et le règlement et la jurisprudence. Voilà, ça c'est la hiérarchie des normes. Et il faut qu'elle soit respectée. L'état de droit, c'est aussi le respect de l'indépendance des institutions. C'est-à-dire que il y a d'un côté la justice, de l'autre côté le politique, exécutif, et de l'autre côté le pouvoir législatif. Si on commence à tout mélanger, c'est-à-dire que si vous avez un ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire membre de l'exécutif, qui commence à dire lui là, c'est-à-dire remplacer un juge, on sort de l'état de droit. Et puis si le pouvoir exécutif commence à dire le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme, je m'assois dessus, j'en ai rien à faire, etc. J'assume. On sort de l'état de droit. Et donc dernière chose, si le pouvoir législatif, sous pression de l'exécutif, commence à produire des lois qui n'assurent plus en fait cette étanchéité entre les pouvoirs, alors on sortira aussi de l'état de droit. On en sortira par la voie des représentants à l'Assemblée nationale, mais on en sortira quand même. Donc tout ça est très fragile et il faut faire très attention à ce qu'on manipule. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fonce, mais complètement. En plus, on y fonce tête baissée, c'est-à-dire que c'est notre époque, on va dire, mais tout le monde est assez décomplexé. Alors surtout lorsqu'on parle de terrorisme, puisque c'est des choses qui nous remuent bien sûr à l'intérieur. Ce qui s'est passé à Arras est quelque chose d'hyper violent et qui a heurté le plus profond de nous-mêmes chez beaucoup de gens. La réponse est de dire pour prévenir une prochaine une prochaine attaque, puisque tout le monde est en train déjà de se projeter dans le prochain attentat, comme disait Stéphane Mallarmé, on se projette déjà dans le prochain attentat. On se dit il faut absolument assurer la sécurité, tant pis pour tout le reste. Tant pis pour nos règles de base en fait d'humanité, d'accueil, et notre état de droit. Et démocratique. Et de la démocratie. Oui, ce qui est très frappant aussi, c'est qu'il est absolument freestyle, là, Darmanin. On peut se dire 2 mots après sur pourquoi il est comme ça, mais qu'il est absolument pas recadré. C'est-à-dire que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron sont absolument silencieux sur... ou le garde des Sceaux. Oui, ou le garde des Sceaux, mais enfin lui, il n'a pas vraiment le poids, il n'est pas dans la hiérarchie. Voilà, tu vois. Et le garde des Sceaux. Je suis d'accord. Mais il y a une institution judiciaire, il pourrait se battre pour son institution judiciaire. Je suis d'accord. Et rappeler que, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que les fichiers S ne relèvent que d'une décision de police et pas du tout d'une décision de justice, et que c'est ça qui est quand même qui prime. Avec la justice, c'est des droits de la défense, c'est un jugement équitable, etc. Informé, ce qui n'est pas le cas d'une décision de police de créer une fiche S. Donc ça, c'est tout à fait choquant. La deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que tout le monde minore absolument ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tout le monde voit bien que tout ça, ça s'inscrit dans un jeu politicien. C'est-à-dire Darmanin est en train d'essayer de rassembler les voix de la droite pour faire voter son projet de loi sur l'immigration, d'une part, et d'autre part, il est en campagne électorale pour 2027. Le camarade Attal, lui, a ravi la vedette depuis la rentrée en ayant finalement utilisé des techniques tout à fait comparables à ce que tu dis. C'est-à-dire, en fait, on prend une question simple et puis on fonce dedans. C'est-à-dire quelque chose qui est compréhensible par tous. Donc, on est à Gabriel Attal, on te parle de l'abaya. Quand on est Gérald Darmanin, on te parle de Karim Benzema. C'est-à-dire qu'en fait, on parle des choses totalement microscopiques qui n'ont aucune importance en vérité par rapport au sujet qui est le sujet de l'école ou par rapport au sujet du terrorisme par ailleurs. Ça n'a rien à voir, c'est hors sujet, mais ça fait rien. C'est sur ça mais ce qui est préoccupant, et c'est pour ça que ça continue aussi, c'est qu'en fait, ça a porté chance à Gabriel Attal. C'est-à-dire que Gabriel Attal est devenu, là, en ce moment, le ministre le plus populaire et qu'il fait la nique à Darmanin et même à Édouard Philippe. Elle est bonne, celle-là. Pour la Julie.
à Édouard Philippe. Il est en train d'être celui qui pourrait porter les couleurs de la Macronie, ce qui paraît étrange, mais bon, enfin pourquoi pas. En tout cas, il y a une espèce de guerre qui se joue sur un terrain politicien, et que pour remporter cette guerre politicienne, on est prêt à tout. C'est-à-dire qu'il y a nos limites. C'est-à-dire que voilà, les tweets, les remises en cause des choses absolument fondamentales, le grand n'importe quoi en direct sur BFM, tout ça est possible pour essayer de reprendre le lead, la première place. Ouais, je trouve ça vraiment tout à fait inquiétant sur l'évolution du débat politique et démocratique en France. Mais par ailleurs, la deuxième forme d'inquiétude, quand même, c'est que le débat politique se cristallise de plus en plus à droite. C'est-à-dire que et se cristallise à droite aussi parce que c'est aussi parce qu'il y a une certaine validation de ces thématiques par l'opinion publique. C'est-à-dire que les sondages qui tombent, waouh, je veux dire, c'est absolument sidérant, quoi, hein, ce que les Français sont en train de gober comme proposition pour faire face à la question du terrorisme, par exemple en France. Et donc, de ce point de vue, je trouve que les arguments sont extrêmement faibles. Alors, je ne sais pas toi, là, cette semaine, les quelques débats que moi j'ai pu avoir, il était beaucoup question de la NUPES sur les plateaux et dans les émissions, mais quand même, quelquefois on a parlé un peu de ces sujets-là, et ce qui me frappe, c'est que en fait, mais la résistance, je parle pas, le fait d'être capable d'opposer des arguments étayés face à cette dérive sont très très faibles, y compris de gens que d'habitude je trouve beaucoup plus charpentés. C'est-à-dire que il y a comme un espace, comme un effet de sidération qui a pris la société et qui englobe, qui prend, qui embarque des intellectuels ou des journalistes que moi d'habitude je trouve plus carrés et plus solides sur les exigences à l'égard de notre fonctionnement démocratique, par exemple, et qui là ne trouvent rien à redire. Pas qu'ils adhèrent, mais finalement, non, mais moi ce que j'ai vu, c'est pas que ça adhère, c'est que en fait, on se laisse embarquer dans cette discussion sur est-ce que c'est une bonne idée de virer les mômes qui sont arrivés en France avant 13 ans. Est-ce que c'est ça, au fond, notre problème? Est-ce qu'on aurait pu éviter le crime d'Arras si on avait viré ce monsieur avec le reste de sa famille en 2018? Non mais, enfin... Bon, moi je vais vous dire l'argument que moi j'essaye d'avancer, parce que c'est bien beau de critiquer qu'il n'y a pas d'argument, mais moi ce que je ressens très profondément, c'est au-delà des arguments que tu as développés, qui sont des arguments de principe, sur le fait que accepter de baisser notre état de droit et nos exigences, finalement d'une certaine façon, c'est abdiquer devant les terroristes, ça c'est tout à fait évident, puisque c'est quand même cela qu'ils cherchent à combattre, hein. C'est la démocratie et un mode de fonctionnement dans lequel il y a une loi humaine et qui n'est pas une loi de Dieu, donc c'est tout à fait clair que c'est leur donner la victoire sur ce plan. Et puis la deuxième question, c'est que moi je crois qu'il faut qu'on se mette à réfléchir un peu sérieusement sur qu'est-ce qui fait que des mômes qui ont été élevés en France, qu'ils soient d'origine de familles étrangères ou qu'ils soient des enfants de troisième génération ou qu'ils soient des enfants qui sont de aucune génération, d'autres d'ailleurs qui ont toutes les familles en France, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces idées-là? Pourquoi elles progressent? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Et je pense que là, ça demande véritablement une réflexion qui ne sera évidemment pas résolue par le fait qu'on va expulser les 800 Français qui sont fichés S pour risque terroriste. Enfin, ça nous rassure. C'est c'est faire une loi, un acte, etc. Mais en aucune façon, ça nous permet de nous pencher sur la réalité des questions et des politiques qui sont mises en œuvre et des faiblesses
de nos politiques publiques, de notre débat politique, de nos pratiques générales. Qu'est-ce qui se passe? Et si on ne se pose pas ces questions-là, ben on n'est pas prêt de faire baisser la pression et de faire reculer, je sais pas comment il appelle ça, l'autre, le djihadisme d'atmosphère. Hein. Voilà. Non, mais franchement. Mais en vérité, le problème, c'est que là, dans le moment, mais ça fait quelques années maintenant, chacun est sommé en fait de se positionner sur tous les sujets et est sommé de se positionner de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'espace finalement pour la pensée critique sur tous les sujets. C'est-à-dire que, en gros, si tu cites la Cour européenne des droits de l'homme, l'ONU et le défenseur des droits, hein, j'ai pas, quand tu dis ça, t'as pas l'impression d'être un gauchiste, de l'extrême gauche, bah tu vois. ouais. On te dit, ah ben vous êtes un soutien du Hamas et puis de l'Iran. Voilà, genre c'est comme ça, genre et toi t'es là genre ah bon, je saurais pas, genre tu es Pas sûr. et toi on m'a sorti état de droitiste. Donc c'est comme droit de l'homiste, mais c'est état de droitiste maintenant. C'est une nouvelle, à mon avis, ils vont ressortir ça, état de droitiste. Bon, c'est-à-dire que l'insulte d'être pour l'état de droit. Voilà, l'insulte d'être pour l'état de droit. Comme il y avait l'insulte pour être pour les droits de l'homme. Et donc en vérité, tous les espaces sont en train de se refermer. C'est-à-dire que si tu as le malheur publiquement, lorsque tu es un responsable politique, de dire la moindre chose qui va, par exemple, en faveur où tu te dis mais merde, ce peuple palestinien, il est en train de se faire genre écraser la gueule et ça fait 75 ans qu'il est martyr. Si tu dis ça, t'es un terroriste, mon pauvre. Alors même que c'est pas du tout ça qui est exprimé par les gens qui s'inquiètent et qui sont mobilisés pour la cause palestinienne depuis maintenant des dizaines d'années. Mais il y a plus d'espace, c'est-à-dire que bon, tu es immédiatement. Puis alors les mots sont particulièrement durs. C'est pas argument contre argument. C'est tu sors du champ républicain, tu es un terroriste, tu vois. Ça c'est systématique. C'est Elisabeth Borne, c'est dingue. Qui l'a dit. Oui. Et donc c'est répété, ressassé, etc. Et donc il y a certaines personnes qui s'arrogent le droit de dire toi tu es dans le champ républicain, toi tu n'es pas dans le champ républicain. Puis après c'est repris à l'envi par énormément de gens. Donc aujourd'hui, la France insoumise par exemple serait complètement sortie du champ républicain, lorsque le Rassemblement national y serait complètement rentré, parce que eux, sur la question par exemple spécifique de ce qui se passe en Israël, ils disent ce qu'il faut pour le gouvernement, donc ils ont un bon point. Ils sont des soutiens du gouvernement de Netanyahu. Exactement, donc ils ont le bon point qui leur permet de rentrer dans l'espace républicain. Ben, les autres, ils ont pas dit ce qu'il fallait, alors ils sortent de l'espace républicain. Et cette façon en fait d'envisager le monde, et je dis ça, c'est même pas qu'au niveau des responsables politiques, c'est aussi au niveau des experts. Moi, j'ai été très choqué cette semaine de voir différents experts sur des plateaux de télévision ou à la radio. Mais quand je dis des experts, c'est des universitaires capés, c'était même pas des militants à qui on pose la question mais est-ce que Daesh et le Hamas c'est pareil? Et donc vous avez cette chercheuse qui est une spécialiste du sujet qui dit bah non c'est pas pareil. Et puis elle commence à vouloir expliquer pourquoi c'est pas pareil, mais tout de suite elle se fait laminer par des abrutis autour du plateau sur Public Sénat pour ne pas citer la chaîne qui lui explique que ce qu'elle dit en gros c'est choquant et qu'elle se met du côté des terroristes et elle est là mais non moi je suis historienne et genre je ne juge pas moralement mes objets d'études, mais voilà je suis désolé c'est pas du tout. Il y en a un, le Hamas est nationaliste certes qui prône la charia etc, mais c'est un mouvement nationaliste. Daesh c'est un mouvement pan-islamique où ils veulent mettre un califat mondial islamiste. Bon, c'est pas du tout la même chose. Et quand on dit ça, on l'attaque. Hier, il y avait sur Mediapart Bertrand Badi, donc on lui pose la question est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance, et il répond à mon sens oui, c'est un mouvement de résistance qui utilise, ce qui ne l'exonère pas d'utiliser des méthodes terroristes, mais c'est-à-dire que il se pose en spécialiste des relations internationales et en sociologue, et j'ai vu sur les réseaux sociaux tout le monde, mais y compris des journalistes importants ou des responsables politiques qui tombent sur Bertrand Badi en disant ah bah voilà encore un qui fait l'apologie du terrorisme, alors que ce n'est pas du tout son propos. Enfin je veux dire, on peut contester d'ailleurs le fait est-ce que vraiment on peut utiliser le mot de résistance lorsque non, je pense notamment à Daniel Obono lorsqu'on est un responsable politique. Non, oui, c'est ça. Mais c'est un autre sujet. Ouais. Obono et Bertrand Badi jouent pas la même place. Exactement, ils sont pas à la même place. Il y a une responsable politique et c'est un chercheur. Mais
Bien sûr que Bertrand Badi n'est pas du côté des terroristes et des actes terroristes du Hamas. Enfin, et d'ailleurs, il le dit explicitement, mais quand même, il est exclu là. Il y en a certains qui veulent l'exclure du champ républicain. Non, mais enfin, où est-ce qu'on est en fait? Ouais, est-ce que expliquer, c'est excuser? Voilà, mais c'est ça. Raphaël Enthoven m'a expliqué sur un plateau qu'on ne pouvait pas commencer à expliquer les actes du Hamas. Ce n'était pas explicable. Et je dirais genre merde, on rentre chez nous, hein. Enfin genre, c'est-à-dire que je ne les excuse pas, certainement pas, et c'est très problématique. Mais enfin, bien sûr qu'il faut les expliquer. Bien sûr qu'il faut expliquer genre sur quel terreau s'est construit le Hamas et s'est construit la violence terroriste du Hamas. Et Raphaël Enthoven n'en voulait pas, par exemple. Non, mais je trouve, je suis convaincue intimement que c'est une période très compliquée, en tout cas dans le champ intellectuel, assez consternante, pour les exemples que tu viens de donner et ceux que moi j'ai pu identifier aussi. Je pense que ça va que tout le monde est un peu sous le double choc à la fois de l'attaque du Hamas en Israël, de le danger vraiment d'un conflit inflammable, plus la menace en France du terrorisme avec l'assassinat de Arras, mais la crainte, comme tu dis, que ça se généralise. Donc je pense que tout le monde est un peu déboussolé, que ça va... Enfin, voilà, je crois que ça va redescendre, en tout cas dans le champ intellectuel, que tout le monde ne va pas s'aligner sur la position de Enthoven. Mais là, c'est clair qu'on est dans un moment où... surtout, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup notamment sur la question du droit et de la défense, pas simplement du droit international, hein, mais la question de l'état de droit. Je trouve que, moi, j'entends pas beaucoup de choses intéressantes et qui viennent contredire le laisser-faire qui est en train de se produire et du côté de la pratique gouvernementale. Il faut espérer qu'à un moment, tu vois, il faut que la LDH parle, il faut que... Mais elle parle, mais le problème, c'est que... Je les vois pas, moi. En fait, j'ai l'impression que ce qui a changé alors, moi, je parle des 10 dernières années parce que avant, je me permettrais pas, je sais pas, je le regarde avec nostalgie et j'ai pas forcément la bonne vision de l'histoire un peu plus ancienne, mais les 10 dernières années, ce qui a changé, c'est que avant, vous aviez des personnalités qui étaient ou des endroits, par exemple la LDH, qui n'étaient pas attaquables. Enfin, je veux dire, c'était des sages, tu vois, et on écoutait. On écoutait. Et là, maintenant, Henri Leclerc, qui est quand même, voilà, c'est quand même quelqu'un, hein, le mec, genre, il passe et tout le monde le traite d'islamo-gauchiste et ça va, et ça y va, tout le monde... Darmanin qui a menacé la LDH, je veux dire, c'est quelque chose qui est insensé, quoi. Hein. Et là, tu as raison que ça produit des effets de long terme. Mais bien sûr, de décrédibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, t'as plus Badinter, en fait, qui arrive et qui dit oh. Là, voilà ce qu'il faut dire. Pas voilà ce qu'il faut dire, mais en fait, qui remet un peu un cap et qui rappelle, qui replace le moment qu'on est en train de vivre dans l'histoire du droit, la construction de notre état de droit, etc. Les gens qui le font, il y en a qui le font, mais ils sont d'office décrédibilisés, démonétisés par, en gros, leurs adversaires politiques. Et moi, par exemple, tu vois, je me dis... Oui, mais c'est par l'efficacité... Enfin, tu vois, l'efficacité des mesures à deux balles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce dans un moment d'inquiétude, on cherche quelque chose, pour la démocratie et les principes, on verra plus tard. Ce qu'on veut, c'est des mesures efficaces. Et il y a une espèce de truc comme ça. Oui, mais moi, je me dis, tu vois, dans la Macronie, tu vois, c'est quand même pas l'extrême droite qui est au pouvoir. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a des profs de droit public, mais tu sais, des grands profs d'université, de Paris 1, de Sciences Po, etc., qui valident leur salade? En fait, est-ce qu'ils les rencontrent? Parce que moi, j'imagine qu'avant, là, dans l'ancienne 5e République, ils s'entouraient de gens comme ça, ils font des dîners avec les gens de Sciences Po, de Paris 1, etc., ou de Paris 4, je sais pas, moi, ou d'Assas. Et là, il y en a qui leur disent, ouais, c'est super, vas-y, continue, dis n'importe quoi, pète l'état de droit, tu vois. Mais donc, ça veut dire qu'ils ne les rencontrent même plus. C'est-à-dire qu'avant, cette intelligentsia qu'on était en droit d'interroger, de dire, bon, c'est un entre-soi, etc., mais au moins, ils se parlent, là,
Mais je me dis, mais qu'ils aillent voir les grands professeurs, en fait, pour que les grands professeurs leur disent à Gabriel Attal, écoute mon gars, là, ou à Darmanin, donc, mon gars, tu fais n'importe quoi. Mais oui, non, mais c'est ce que juste avant qu'on commence le débrief, tu me racontais ta soirée d'hier avec Michel Onfray. Ce que je veux dire, c'est que les seuls intellectuels qu'on trouve intéressants d'inviter dans les chaînes de télévision et d'infos, c'est quand même des gens qui racontent un peu des bêtises et juste qui font du buzz et du clash. Et oui, mais non, mais il raconte de grosses bêtises. Mais pourquoi il est invité? C'est pas parce qu'il c'est pas parce qu'il dit des bêtises qu'il est invité. C'est parce qu'il fait du clash, qu'il fait du buzz, qu'il fait des petites phrases, qu'il est efficace. Et que bon, donc face à ça, je veux dire, on est un peu désarmé, quoi, pour reconstruire un discours qui tienne debout et qui soit aussi pertinent, percutant plutôt que pertinent, plutôt. C'est aussi pertinent, ça certainement, mais aussi percutant que les bullshit de Michel Onfray, quoi. Exactement. On passe à la NUPES ? Ouais. Oh les cœurs, bon, alors plus que... Bon, alors la NUPES, non mais pendant ce temps-là, si tu veux, voilà, quoi. Non mais je veux dire, on a des questions qui sont des questions politiques et idéologiques de premier plan, et pendant ce temps-là, ben, on discute... De quoi? Je sais pas, moi je veux dire, non mais Obono, qu'est-ce que c'est que cette connerie qu'elle a encore fait cette semaine? Oui, non mais bah oui, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette déclaration qu'elle fait sur RMC, dans laquelle elle explique que... Elle est poussée à faire cette déclaration. Non mais elle est poussée, mais je veux dire, enfin, elle vient pas de tomber de l'armoire quand même, cette dame. Enfin, elle était déjà députée dans le dernier mandat, donc ça fait au moins 7 ans qu'elle fait de la politique de façon professionnelle. Donc quand elle va sur RMC pour faire un interview avec Bourdin, elle sait que Bourdin va lui poser 1 fois, 2 fois, 3 fois la question, est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance? Bon, si elle n'a pas les idées claires, si elle ne sait pas comment tenir debout, bah, elle n'y va pas. Et là, en fait, bah, elle lâche parce qu'au fond, elle doit penser un peu que c'est un mouvement de résistance, que ça ne veut pas dire qu'elle valide ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, elle le valide pas. Mais oui, mais d'une certaine manière, elle pense comme Bertrand Badi. Tu vois, je veux dire, elle doit le penser. Mais sauf qu'elle n'est pas dans la position juste là. Elle est une femme politique qui est devant Bourdin et elle ne peut pas dire ça. Et alors, évidemment, bon bah, ça en a rajouté encore 100 balles. C'était lundi matin, je crois. Après non, c'était mardi matin. Après que le Parti communiste pendant le week-end ait dit que il fallait inventer une nouvelle forme d'union de la gauche, et après que le Parti socialiste ait dit qu'il mettait un moratoire, sur la NUPES, c'est-à-dire en fait sa participation au groupe NUPES, qui est en fait le seul truc qui existe réellement, qui était le groupe à l'Assemblée nationale, et après que donc les écologistes aient dit bah la NUPES c'est à 4 ou c'est pas, c'est-à-dire que s'il n'y a plus les socialistes, nous on n'y est pas parce que nous ça nous intéresse pas d'y être s'il n'y a pas tout le monde, quoi. Ce qui est une position que moi je trouve assez correcte. On ne peut pas exclure le Parti communiste, on ne peut pas exclure la France insoumise, et si le Parti socialiste s'en retire, bah, ça veut dire que l'édifice doit être repensé. Donc on est dans cette situation et que tout le monde passe son temps à discuter de ça, au lieu justement de chercher des arguments, de répliquer dans les faits, dans les propos ou dans les actes avec des rassemblements. Alors là, il y en a un dimanche à 15h, place de la République, qui semble être confirmé et autorisé. Mais celui d'hier, moi je suis passé aussi hier, c'était aussi autorisé. Oui, il est autorisé. Il a été autorisé. Oui, mais en fait, il a été autorisé alors que le rassemblement avait déjà commencé. J'étais. Voilà. Non, mais je veux dire. J'ai reçu d'alerte AFP, j'étais. C'est ça. Alors que le rassemblement avait déjà, démarré. Bref. Donc du coup, on est là. Bon, alors. Non, mais moi, il y a juste un truc, c'est que ça fait maintenant 1 an et demi que la NUPES a été créée. Ça fait 1 an et demi que les gens posent les mêmes questions. Là, effectivement, on a atteint quand même un degré de tension qui n'avait pas été égalé jusqu'alors, même si c'était déjà monté pas mal, notamment, je me souviens au début de la réforme des retraites, parce qu'ils n'avaient pas tout à fait la même stratégie dans la NUPES par rapport aux syndicats. Mais là, voilà, c'est beaucoup plus haut. Et que à chaque fois, en fait, il y a eu ces phases de tension. Et puis, les gens ont dit, ouais, on va refaire, il faut rechanger, on va changer les règles, etc. On va faire l'acte 2 de la NUPES. Et ben, l'acte 2 n'est jamais arrivé. Ben oui, Sandrine Rousseau a dit, on va faire un acte 2 de la NUPES. Ah bon, d'accord. Il y a 1 an.
Elle l'a fait juste après la réforme des retraites. Voilà. Donc, non, mais en fait, ils le disent tout le temps. En fait, tout le temps, il y a acte 2 de la NUPES, il faut refonder la NUPES, on est parti sur des bonnes bases. Bon, et puis à la fin, genre, les gens, genre, prennent leur respiration, hop, là, et puis ça repart comme en 40, c'est-à-dire avec exactement les mêmes problèmes, parce que maintenant, tout le monde a identifié les problèmes, c'est-à-dire à la fois la question des équilibres, la question de la démocratie interne, enfin, la question de comment est-ce qu'on prend les décisions, comment on fait vivre les différentes sensibilités, et les différents courants de cette NUPES tous ensemble, alors qu'ils sont pas tous d'accord. Toutes ces questions sont identifiées, et puis, il y a jamais... Moi, je dirais, au bout d'un moment, il faut arrêter de s'engueuler et d'aller chercher des poux dans la tête des voisins. Il faut essayer, même arrêter d'essayer de dire oh c'est la fin de la NUPES ou c'est l'acte, mais faites-le. Faites une proposition en fait. Tu vois, il y a ce serpent de mer, mais moi ça me fait rigoler quoi, du Parlement de la NUPES. Que tous, hein, au bout d'un moment, quand tu les interroges, là, tous les tenants de la NUPES, au bout d'un moment, ils te sortent le Parlement de la NUPES en te disant, ce serait un super outil quand même, parce que ce serait pas que des représentants, enfin, pas que des élus, des députés, ça permet, en plus, ça serait diversifié, il y aurait des intellectuels, on élargit le cas, machin. Tout le monde me dit ça, mais depuis 1 an et demi. Et je suis là, mais putain, mais faites-le. Genre, arrêtez de me saouler avec, genre, ça va peut-être arriver, mais, tu sais, j'ai l'impression d'être dans Godot, tu vois, genre, ça va, c'est pas possible, en fait. Oui. Alors, moi, ce que je crois, c'est que quand même, si on se dit les choses franchement, je pense que ça, à la fois, ça répond à une demande très puissante du peuple de gauche, de surmonter les divisions dont certaines sont des héritages du passé dont on ne comprend pas très bien leur légitimité, donc elles sont pas, tu vois, elles n'ont pas toutes beaucoup de sens, toutes ces divisions. Donc voilà, je pense qu'il y a cette idée que l'on a qu'il faut tendre vers une union, d'autant que s'il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'efficacité politique, a fortiori dans une situation de tripartition comme on l'a actuellement. Donc si on ne s'unit pas, et ben le match se fait entre droite et extrême droite, et nous on est sorti du jeu. Donc il faut que la gauche se rassemble pour pouvoir peser. Donc je pense que c'est le point, le socle, ce qui fait que ça tient. Tout le monde croit que ça tient parce que les appareils politiques, on voit bien leurs intérêts électoraux, etc. Moi, je pense que c'est pas ça le fond. Ce qui fait que ça tient, c'est pas d'abord une décision des appareils, c'est d'abord le fait que c'est une nécessité politique ressentie comme telle par tous ceux qui se sentent de gauche, qui se vivent comme des gens de gauche par l'histoire, par leurs valeurs, par etc. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, je crois, qu'on a un tout petit peu perdu en perspective, c'est que l'union de la gauche, elle a une histoire qui a été protéiforme. Toutes les unions de la gauche n'ont pas été les mêmes, mais d'abord, elle ne s'est jamais traduite par, depuis 1920, depuis qu'il y a la division du Parti socialiste et du Parti communiste, la gauche n'est pas unie. La gauche, elle est deux pôles. Il y a un pôle, je dirais, de tendance réformiste et un pôle de tendance révolutionnaire. On discutera des termes, etc. On s'en fout. Là, c'est pas ça le sujet. C'est que la gauche n'est plus dans une unité organisationnelle. Et elle ne l'est plus de façon pas du tout artificielle. C'est qu'il y a véritablement deux visions qui se sont construites, et maintenant ça fait plus d'1 siècle que ça dure. Et moi, ma conviction profonde, c'est que si ces deux pôles n'existent pas, la gauche ne fonctionne pas. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir que les socialistes, sociodémocrates, sociolibéraux, tout ce que tu voudras, qui dominent la gauche, parce que si ça c'est ça, ça donne le scratch du camarade Hollande, comme on vient de voir et qui a failli nous faire tous mourir. Et que l'autre pôle, le pôle révolutionnaire, je ne crois pas qu'il puisse fonctionner tout seul, parce qu'il a besoin aussi d'avoir un rapport à la question d'une recherche d'unité, de consensus, sans quoi on ne peut pas vivre ensemble. Et que y a aussi une expérience, des expériences du réel, des expériences de la pratique du local, de la vie économique, etc., qui, pas forcément de toute éternité, mais là, concrètement,
ne sont pas particulièrement développés dans la partie gauche de gauche. Donc je crois qu'on a besoin de ces deux sensibilités qui apportent une expérience et un regard différents, parfois contradictoires, parfois antagoniques, pas toujours, et puis il faut essayer de voir comment on peut les surmonter. Bref, en tout cas, cette idée que la NUPES préfigure une organisation commune de la gauche, unique de la gauche, puisque on n'aurait donc plus qu'un candidat aux législatives, qu'il aurait fallu faire une liste aux européennes, une liste aux sénatoriales, avant de faire une liste aux municipales, et enfin une liste et un candidat unique à l'élection présidentielle, que tout ça, ça serait en plus appuyé sur un programme qui serait les 650 propositions qui sont issues très largement du programme de Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, à mon avis, va trop vite à mon avis, va dans le mur sur l'idée de l'unité, c'est-à-dire que l'union de la gauche n'est pas une unité organisationnelle de la gauche, qu'elle a besoin de ces deux pôles et que ces deux pôles, ils ont besoin d'être en tension et pas en guerre. Et deuxièmement, on peut pas chercher à inscrire dans le marbre un rapport de force qui est issu en 2022 de l'élection présidentielle, mais qui va tout le temps se reconstruire et se reconstruire dans cette dynamique dont je parlais avant. Et je crois qu'il y a un mauvais départ, d'une certaine manière, qui a été fait dans l'urgence après l'élection présidentielle pour préparer les élections législatives. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, mais on ne peut pas le vivre comme le point de départ d'un truc super génial. Pour les plus vieux, ou ceux qui ont de la mémoire, ou ceux qui ont du savoir, la construction du programme commun, c'est des années. C'est des années de travail. Entre le moment où les communistes commencent à le demander, le moment où les socialistes finissent par se mettre autour de la table et le moment où on accouche du programme commun, il se passe 10 ans. Et quand ils se mettent à travailler sur l'actualisation du programme commun, il va se passer de longs mois qui vont aboutir dans le fracas, et pas parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord, mais parce les socialistes avaient intérêt probablement à cette rupture à ce moment-là. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que ça ne se manipule pas en 15 jours. Voilà. Et donc, l'idée que la NUPES, c'était une proposition merveilleuse et aboutie, sur lequel on s'est un peu installé, se fracasse et naturellement. Donc, l'idée qu'il faut réinventer la façon d'être la gauche dans sa diversité, dans son unité et sur ses propositions, tout ça, moi, ça me paraît absolument indispensable et on a encore un peu de temps pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est que là, toi, tu te places à un niveau politique, en vérité, alors même que lorsque tu écoutes les différents responsables politiques parler, eux, ils réduisent ça souvent à des personnes. C'est-à-dire que là, en gros, la grande thématique de la semaine, quand on parle de la NUPES, c'est le problème Mélenchon. Est-ce qu'il y a un problème Mélenchon? Mais non, mais c'est comme ça que c'est posé, bien sûr. à la fois par les médias et par les responsables du Parti socialiste, du Parti écologiste et du Parti communiste et même de la France insoumise. Il faudrait supprimer le tweet. Voilà, supprimer Internet, ça c'est ce qu'a dit Marine Tondelier des Verts. Et donc il y a tout un truc autour du problème Mélenchon. Ce qui montre en vérité, d'une part, la prépondérance de la machine insoumise dans cet espace de la NUPES, comme tu l'as très bien rappelé, mais pas qu'à un niveau, à mon sens, comme on dit, intellectuel, programmatique ou quoi que ce soit. C'est aussi dans l'espace politique, tu vois. C'est leur place dans l'espace politique et la place de Jean-Luc Mélenchon dans l'espace politique qui est quand même très importante. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, bah nous, en fait, on en a un peu marre, en fait, d'être tributaire de ce que va raconter ce monsieur, qui aujourd'hui n'est comptable de personne. Enfin, l'a-t-il déjà été? Ça, c'est une vraie question. Mais en tout cas, aujourd'hui... Il s'est arrangé pour n'être comptable que de lui-même et d'organiser les choses pour qu'il en soit ainsi. Exactement. En plus, là, il organise son agenda comme il veut, puisqu'il est plus parlementaire. Enfin, je veux dire, il est directeur de l'Institut La Boétie, c'est tout. Donc, il y a un vrai sujet, en fait, autour de Mélenchon, sachant que il concrétise aussi pas mal d'inquiétudes, parce que
a priori, il a envie de se représenter en 2027, même si parfois il le nie, parfois il l'envisage, on comprend pas trop, mais enfin, il est là, il est dans le game. Et qu'il s'est déjà présenté 3 fois, que 3 fois il a perdu, que 3 fois il a perdu au premier tour, mais qu'en même temps, et c'est ça, c'est tout le paradoxe de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, c'est que à la fois il a perdu au premier tour, 3 fois, ce qui est quand même pas négligeable, mais à la fois il a redonné de la fierté à la gauche, notamment en 2017 et en 2022 où on se disait c'est abominable, on va se faire écraser, on va se faire laminer parce que la première fois on sortait de François Hollande et la deuxième fois on n'avait rien réussi à construire de digne, tu vois, de solide, et lui il a quand même réussi à faire 20%. 20 et puis 22. Et donc quand même c'est pas mal. Et comme dirait Sophia Chikirou, il baisse pas les yeux. Il baisse pas les yeux, Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que et dans une certaine mesure, il tient la fierté de la gauche, quoi. Et aujourd'hui, quand on parle des grands hommes politiques de la Ve République ou de l'époque actuelle, on cite Jean-Luc Mélenchon. Et il fait notre fierté. Le seul problème, c'est que il fait notre fierté, il fait la fierté de la gauche dans une certaine mesure, mais il est incapable de gagner une élection présidentielle. Et ça, tout le monde en est aussi persuadé. C'est-à-dire que il fait 22%, mais comment après on peut imaginer que ce soit contre l'extrême droite ou contre la droite, comment on peut imaginer en fait qu'il fasse 50% dans la mesure où il est honni, il est abhorré par une majorité de la population. C'est là qu'il y a une tension, il y a un problème, et qu'aujourd'hui on n'arrive pas à résoudre. Parce que c'est vrai que encore aujourd'hui, la voix de Jean-Luc Mélenchon est la voix à gauche qui porte le plus, et de très très loin, parce que lorsqu'il parle, il a une profondeur historique, culturelle, qu'il arrive à trouver les mots en fait qui embarquent toute une partie de notre histoire et de notre peuple, tu vois, et qu'on a envie d'y croire. Vraiment, on a envie d'y croire. Bon, même si parfois je le trouve trop, genre il me sort pas les trous de nez, mais quand même on a envie d'y croire. Il y a personne d'autre en fait qui est capable de ramasser comme ça. Et en même temps, il va nous faire perdre. En fait, d'abord, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul Jean-Luc Mélenchon. Non, mais combien ils sont dans sa tête, je ne sais pas combien ils sont dans sa tête, mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon est un homme qui varie. C'est-à-dire que souvent homme varie. Voilà, mais la théorie, je l'avais déjà dit une fois dans le débrief, la théorie qui court du côté de la France insoumise, c'est que on mène le rapport de force entre les élections, et puis au moment où s'approche l'élection, on baisse la conflictualité, on prend acte du rapport de force, et c'est sur cette base-là qu'on mène la campagne électorale. Mais que donc là, nous, on subit le bruit et la fureur de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il mène le rapport de force vis-à-vis des autres partenaires, donc il est capable de les insulter les uns derrière les autres, les syndicats, puis après les partis, puis après ses alliés, puis après les intellos, puis après tout le monde, allez hop, tout le monde s'en prend plein la gueule. Les journalistes. Les journalistes évidemment, mais ça c'est en permanence, ça c'est même pendant la campagne électorale. Donc il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas un seul Jean-Luc Mélenchon, et celui dont tu parles qui réussit à faire 22%, ce n'est pas le Jean-Luc Mélenchon de la conflictualisation généralisée. C'est plutôt le Jean-Luc Mélenchon qui endosse l'histoire de la gauche dans sa diversité et notamment dans son unité. C'est-à-dire il se prend davantage pour Jaurès, c'est-à-dire pour celui qui, en son temps, au début du XXe siècle, fin du XIXe, a réussi à réunir les socialistes, c'est-à-dire en fait toute la diversité des socialistes qui était éclatée. Et je pense que c'est ça que Mélenchon est capable de faire, et c'est sur cette base-là qu'il est capable de réussir à rassembler 20 à 22%. Et je crois que ce que Jean-Luc Mélenchon a apporté d'extrêmement important, et qui est un point capital à mon avis pour penser la suite, c'est la gauche qui n'est plus à gauche ne peut pas survivre. C'est-à-dire que quand on fait une politique en faveur des entreprises et qu'on pense que c'est comme ça qu'on va faire progresser l'égalité, en faveur du profit, et qu'on pense que c'est ça, le combat de l'égalité passe par là, ce qu'a fait François Hollande pendant son mandat, il a tourné le dos aux idéaux de la gauche, et donc il a affaissé la gauche. Donc Mélenchon, ce qu'il apporte, à mon avis, fondamentalement, c'est qu'une gauche dynamique ne peut être qu'une gauche de gauche, une gauche à gauche.
Et je crois que, d'une certaine manière, c'est ce que Olivier Faure aussi a entendu. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, il faut qu'on se recentre et qu'on revienne dans la gauche. Après, ça ne veut pas dire que Olivier Faure est d'accord avec tous les propos de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire que les écologistes sont d'accord avec la planification écologique telle que entrevue par Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des questions qui sont et je crois qu'il a un peu écrasé les deux idées. C'est-à-dire qu'on a voté Jean-Luc Mélenchon parce qu'il avait un discours à la fois rassembleur et rassembleur sur un centre de gravité politique qui est on veut une gauche de gauche, mais pas une gauche à la gauche de la gauche. Non, on veut une gauche qui soit sur ses valeurs, qui soit de gauche. Et à mon sens, la suite de l'histoire doit être celle-là, c'est-à-dire que il faut une gauche de gauche, ce qui ne veut pas dire une seule gauche. Ça veut dire il y a plusieurs façons, pour l'instant, qui ne sont pas stabilisées, d'inventer ce que c'est que la gauche du XXIe siècle. Dedans, Jean-Luc Mélenchon y a apporté des éléments. Il n'a pas simplement dit il faut une gauche de gauche, il a apporté des éléments de réponse sur la question, par exemple, de la place de l'écologie dans ce projet. C'est lui qui a quand même fait la bifurcation à gauche. Mais il n'a pas pour autant résolu l'ensemble des questions et il n'a pas unifié intellectuellement l'ensemble de la gauche qui reste extrêmement diverse et dont je ne crois pas que l'on puisse imaginer dans un avenir proche que l'ensemble des questions vont être résolues et en tout cas pas par un programme de 650 mesures qui ont comme illusion, c'est une illusion, d'inscrire dans le marbre un rapport de force. Non, ça se construit, ça se regagne en permanence par la puissance des arguments. Et moi, j'ajouterais, pour finir, un dernier point, c'est sur la question de la dynamique. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand j'entends certains responsables politiques, d'ailleurs de gauche comme de droite, hein, on a l'impression que gagner, par exemple, l'élection présidentielle, c'est un espèce de sprint au finish qui se joue dans les 3 derniers mois. Et d'ailleurs, notamment du côté de chez les Insoumis, c'est validé par la montée dans les sondages, souvent au dernier moment, de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, sous-entendu, on va prendre le pouvoir par effraction. Tu vois, genre, en gros, c'est il va être tellement bon dans les derniers mois, les gens vont dire, ouais, paf, sur son talent. Sur son talent, exactement, paf. Et ça, en fait, ça nie la construction en fait d'une dynamique plus profonde qui serait une dynamique de gauche qui partirait des entreprises, qui partirait des mouvements sociaux et qui au bout de plusieurs années en fait aboutit au fait que ben oui, il y a une majorité de Français qui au second tour vont porter leur voix sur un candidat de gauche comme tu dis. Et ça, je pense que si on n'a pas en tête que c'est comme ça qu'on doit prendre le pouvoir, alors si jamais par une chose extraordinaire, on arrivait à récupérer le pouvoir, mais comme ça, sur un sprint au finish, mais on n'arriverait à rien. Genre, en vrai, il faut que toute la société se mette en marche pour que, une fois que le président de la République, c'est Jean-Luc Mélenchon ou un autre ou une autre de gauche, il puisse mettre en place en fait les propositions qui sont inscrites dans son programme. Et ça nécessite donc que dès maintenant, il y ait cette unité, pas cette union, mais cette unité de l'ensemble des forces de gauche, qu'elles soient associatives, syndicales, militants, sympathisants, tout ce que tu veux, qui se mettent en branle pour que ça, à la fin, ça aboutisse. Mais c'est vraiment qu'un aboutissement, l'élection. Ça peut pas être juste un objectif et on est concentré là-dessus. Alors, comment est-ce que avant on va casser la gueule à tous les autres pour que dans les 4 derniers mois, je sais pas moi, François Ruffin, Clémentine Autain, le vert qu'ils auront trouvé et un socialiste quelconque, tout cela on va leur faire claquer le museau et soit ils vont se retirer avant, soit ils vont faire 2%. C'est pas comme ça, on peut pas penser comme ça. Il faut que tous ces gens en fait ils participent de la même dynamique pour que à la fin on gagne. Ouais, c'est pas un game quoi en fait. Non, c'est pas un jeu en fait. C'est la construction. Hélas, un peu lente, mais on a 4 ans, hein, donc c'est pas non plus... On n'a plus tout à fait 4 ans maintenant. On va dire qu'on a 3 ans là maintenant. On a 3 ans. Dans 3 ans, ça serait bien quand même qu'il y ait un socle suffisamment fort d'idées, de pratiques et de personnalités avec un S qui puisse nous porter, quoi. Allez, on y croit. On y croit, allez. Une autre super est possible. Une autre gauche est possible, horrible. Allez, ciao, à la semaine prochaine.